L'ouvrage censuré de Spinoza qui a influencé Léonard de Vinci. Imaginez un instant qu'un livre puisse être si dangereux, si révolutionnaire, qu'il menace l'ordre établi de toute l'Europe. Imaginez que ce même livre contienne des secrets qui pourraient expliquer les mystères les plus profonds de notre univers. Et si je vous disais que ces idées révolutionnaires avaient déjà été pensées, écrites et dissimulées 2 siècles plus tôt par l'homme le plus génial de la Renaissance? Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits inspirants qui révèlent les secrets cachés de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos découvertes fascinantes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant aiderait énormément cette vidéo à toucher plus de personnes qui, comme vous, sont fascinées par les mystères de notre passé. Nous sommes en 1677. Dans un petit atelier d'imprimerie d'Amsterdam, des hommes travaillent dans le plus grand secret. Ils savent qu'ils sont sur le point de publier l'œuvre la plus dangereuse de leur époque. L'auteur est mort quelques mois plus tôt, emportant avec lui des secrets qui pourraient bouleverser à jamais notre compréhension du divin, de la nature et de l'humanité elle-même. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et son livre allait être interdit, brûlé et censuré dans toute l'Europe chrétienne. Mais comment ce livre révolutionnaire se connecte-t-il au génius de Léonard de Vinci, mort 158 ans plus tôt? Comment les idées d'un philosophe du XVIIe siècle peuvent-elles avoir été anticipées par le maître de la Renaissance? C'est cette histoire extraordinaire que nous allons découvrir ensemble. Une histoire de secrets, de codes cachés, de persécutions religieuses et de vérités interdites qui ont façonné notre monde moderne. Le Gödul, le livre qui fit trembler l'Europe. Qu'est-ce qui peut rendre un livre si terrifiant que les autorités religieuses et politiques de toute l'Europe s'unissent pour l'interdire? Qu'est-ce qui peut pousser les inquisiteurs à brûler non seulement les exemplaires, mais aussi à persécuter quiconque ose le posséder? Pour comprendre l'impact révolutionnaire de l'éthique de Spinoza, il faut d'abord saisir le contexte de l'époque. Nous sommes au XVIIe siècle, une période où l'Église catholique et les églises protestantes exercent encore un contrôle absolu sur la pensée européenne. Remettre en question l'existence d'un Dieu personnel, anthropomorphique, créateur et tout-puissant, équivalait à commettre le crime de lèse-majesté divine. C'était exactement ce que faisait Spinoza. Le 21 février 1677, Baruch Spinoza s'éteint dans sa modeste chambre de La Haye. Quelques mois plus tard, ses amis les plus proches, réunis dans ce qu'ils appellent le cercle des fidèles, prennent une décision audacieuse qui changera l'histoire de la philosophie occidentale. Ils décident de publier l'œuvre complète de leur maître, y compris ce texte révolutionnaire qu'il n'avait jamais osé publier de son vivant. L'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Mais pourquoi cette publication clandestine? Spinoza lui-même avait renoncé à publier l'éthique après avoir appris que ses idées circulaient déjà et provoquaient des scandales. En 1675, il écrit à son ami Henri Oldenburg « Quand j'étais sur le point de partir pour Amsterdam afin de faire imprimer le livre dont je t'ai parlé, certaines personnes ont répandu le bruit que j'avais sous presse, un livre où je m'efforçais de prouver qu'il n'y a pas de Dieu. Certains théologiens se sont peut-être plaints de moi auprès du prince et des magistrats. Ainsi, j'ai pris la résolution de différer la publication. Imaginez la tension de cette époque. Un simple philosophe, déjà excommunié de la communauté juive d'Amsterdam pour ses idées hérétiques, osait remettre en question les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Car que proposait exactement Spinoza dans cette œuvre si controversée? L'idée centrale, révolutionnaire à l'époque, peut se résumer en 3 mots latins qui firent trembler l'Europe, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, Dieu et la nature ne sont pas 2 entités séparées, mais une seule et même substance infinie. Cette vision appelée panthéisme détruisait d'un coup tout l'édifice théologique traditionnel.
Plus de Dieu créateur séparé de sa création, plus de providence divine intervenant dans les affaires humaines, plus de miracles défiant les lois naturelles. Dans l'éthique, Spinoza démontre avec la rigueur mathématique d'Euclide que tout ce qui existe suit nécessairement des lois éternelles et immuables de la nature. L'homme n'est pas un empire dans un empire, comme le croyaient les philosophes de l'époque, mais fait partie intégrante de cette nature divine. Cette vision déterministe bouleversait complètement la conception traditionnelle du libre arbitre et de la responsabilité morale. Comment les autorités religieuses réagirent-elles à ces idées révolutionnaires? La réaction fut immédiate et brutale. Dès 1668, soit un an seulement après la publication clandestine, l'éthique fut interdite dans la plupart des villes des Provinces-Unies. Amsterdam, pourtant réputée pour sa tolérance, bannit l'ouvrage. La Haye suivit rapidement. Les autorités de Leyde publièrent un édit interdisant non seulement la vente du livre, mais aussi sa simple possession. L'Église catholique ne fut pas en reste. En 1679, l'éthique fut inscrite à l'Index Librorum Prohibitorum, la liste officielle des livres interdits par l'Église romaine. Cette inscription n'était pas symbolique. Elle signifiait que tout catholique possédant ou lisant ce livre encourait l'excommunication automatique. La censure était si sévère que même mentionner le nom de Spinoza dans certains cercles académiques pouvait provoquer des sanctions. Mais interdire un livre et l'empêcher de circuler sont deux choses différentes. Les idées de Spinoza étaient trop révolutionnaires, trop cohérentes, trop séduisantes pour disparaître facilement. Un réseau clandestin se forma rapidement à travers l'Europe pour propager ces idées interdites. Ces hommes et ces femmes, que l'histoire appellerait plus tard les spinozistes, développèrent des techniques sophistiquées pour préserver et transmettre la pensée de leur maître. Comment ces réseaux clandestins fonctionnaient-ils? Les manuscrits étaient copiés à la main, souvent dans des caves ou des greniers, loin des regards indiscrets. Les copistes utilisaient des codes et des références indirectes pour dissimuler le véritable contenu. Certains manuscrits étaient délibérément attribués à d'autres auteurs moins controversés. D'autres étaient présentés comme des réfutations de Spinoza, alors qu'ils exposaient fidèlement sa pensée. Le plus fascinant dans cette histoire de censure, c'est que l'interdiction de l'éthique ne fit qu'accroître sa diffusion clandestine. Les idées interdites ont toujours exercé une fascination particulière sur l'esprit humain. Plus on tentait de supprimer la pensée spinoziste, plus elle se répandait dans l'underground intellectuel européen. Les salons parisiens, les universités allemandes, les cercles philosophiques britanniques, tous bruissaient de discussions secrètes sur ce Dieu ou nature qui remettait en question des siècles de dogmes religieux. Mais quelle était la véritable menace que représentait cette œuvre? Pourquoi les autorités religieuses et politiques de l'époque la craignaient-elles tant? La réponse réside dans les implications pratiques de la philosophie spinoziste. Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors tout ce qui existe est naturel et nécessaire. Il n'y a plus de bien et de mal absolu, mais seulement des phénomènes naturels à comprendre. Cette vision relativiste de la morale menaçait directement l'autorité des églises qui basaient leur pouvoir sur la révélation divine et les commandements absolus. Plus subversive encore était l'idée spinoziste selon laquelle la religion traditionnelle n'était qu'une forme de superstition destinée à contrôler les masses ignorantes. Dans le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza avait déjà développé cette thèse révolutionnaire. Pour lui, les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient que des hommes dotés d'une imagination particulièrement vive, et leurs révélations n'étaient que des métaphores adaptées à la mentalité de leur époque. Cette critique radicale de la religion révélée était d'autant plus dangereuse qu'elle s'appuyait sur une érudition biblique impressionnante. Spinoza connaissait parfaitement l'hébreu, l'araméen et les textes sacrés du judaïsme et du christianisme. Sa critique n'était pas celle d'un ignorant ou d'un athée vulgaire, mais celle d'un érudit qui démontait méthodiquement les fondements textuels de la foi occidentale. Imaginez l'impact de telles idées sur les intellectuels de l'époque.
Pour la première fois dans l'histoire occidentale, un philosophe proposait une vision cohérente du monde qui n'avait pas besoin d'un Dieu transcendant pour fonctionner. Cette vision naturaliste ouvrait la voie à une compréhension purement scientifique de l'univers, libérée des contraintes théologiques. Les réseaux spinozistes développèrent des techniques de plus en plus sophistiquées pour préserver et transmettre ces idées révolutionnaires. Ils créèrent un véritable langage codé, utilisant des références indirectes et des allusions que seuls les initiés pouvaient comprendre. Par exemple, plutôt que de citer directement Spinoza, ils faisaient référence aux philosophes de la Haye ou aux géomètres de l'éthique. Cette pratique permit à la pensée spinoziste de survivre et de se développer malgré la censure. L'influence clandestine de l'éthique se manifesta rapidement dans les œuvres d'autres penseurs de l'époque. Des philosophes comme Pierre Bayle, John Toland ou plus tard Diderot et d'Holbach s'inspirèrent directement ou indirectement des idées spinozistes pour développer leur propre critique de la religion traditionnelle. Cette influence souterraine contribua largement à l'émergence de l'esprit des Lumières au XVIIIe siècle. Mais comment ces idées révolutionnaires du XVIIe siècle pouvaient-elles avoir été anticipées par un génie du XVe siècle? Comment Léonard de Vinci, mort en 1519, soit plus d'un siècle avant la naissance de Spinoza, avait-il pu développer des intuitions similaires? C'est là que notre histoire prend une tournure encore plus fascinante. Du début, Léonard de Vinci, le précurseur secret. Avez-vous déjà imaginé ce que contenaient vraiment les fameux carnets de Léonard de Vinci, au-delà des croquis d'inventions fantastiques et des études anatomiques, que cachaient ces milliers de pages écrites dans cette mystérieuse écriture en miroir? Pour comprendre la connexion extraordinaire entre Léonard de Vinci et Spinoza, il faut d'abord plonger dans l'univers secret du maître de la Renaissance. Léonard n'était pas seulement un artiste et un inventeur génial, c'était aussi un penseur révolutionnaire dont les idées les plus audacieuses restèrent longtemps dissimulées dans ses carnets personnels. Pourquoi Léonard écrivait-il en miroir? La réponse traditionnelle, celle qu'on enseigne dans les écoles, est pratique. Étant gaucher, il évitait ainsi de salir l'encre avec sa main. Mais cette explication superficielle masque une réalité bien plus complexe et dangereuse. L'écriture en miroir de Léonard était avant tout une protection contre la censure religieuse de son époque. Nous sommes à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, une période où l'Inquisition espagnole bat son plein et où l'Église catholique surveille étroitement toute forme d'expression intellectuelle susceptible de remettre en question le dogme officiel. Dans ce contexte, les idées que développait Léonard dans ses carnets étaient littéralement explosives. Que découvrait exactement Léonard dans ses études secrètes? Ces dissections clandestines de cadavres humains, interdites par l'Église, lui révélaient que le corps humain fonctionnait selon des lois mécaniques précises, sans intervention divine miraculeuse. Ces observations astronomiques lui montraient que la Terre n'était qu'une planète parmi d'autres dans un univers immense, remettant en question la vision géocentrique officielle de l'Église. Plus révolutionnaire encore était sa conception de la nature comme un système unifié régi par des lois mathématiques universelles. Dans ses carnets, Léonard écrit « La nature est pleine de raisons infinies qui ne furent jamais dans l'expérience ». Cette phrase, apparemment anodine, contenait en germe toute la révolution philosophique que Spinoza développerait 2 siècles plus tard. Comment Léonard en était-il arrivé à ces conclusions révolutionnaires? Son approche était fondamentalement différente de celle des scolastiques de son époque qui partaient des textes d'Aristote et des pères de l'Église pour déduire la nature du monde. Léonard, lui, partait de l'observation directe de la nature pour remonter vers les principes universels qui la gouvernent. Cette méthode empirique était révolutionnaire pour l'époque. Elle impliquait que la vérité ne se trouvait pas dans les livres sacrés, mais dans l'étude patiente et méthodique de la nature elle-même. Cette approche naturaliste anticipait directement la méthode scientifique moderne et, plus fondamentalement, la vision spinoziste d'un univers gouverné par des lois naturelles nécessaires.
Les carnets de Léonard révèlent une vision du monde étonnamment proche de celle que développera Spinoza. Pour Léonard, comme pour le philosophe hollandais, la nature forme un tout cohérent et harmonieux où chaque phénomène s'explique par des causes naturelles. Cette vision holistique de la réalité était radicalement opposée à la conception chrétienne traditionnelle qui séparait le naturel du surnaturel, le temporel de l'éternel. Mais comment Léonard avait-il développé cette vision révolutionnaire? Ses années de formation à Florence l'avaient mis en contact avec les cercles néo-platoniciens de l'Académie de Marcille-Ficin. Ces humanistes de la Renaissance redécouvraient les textes de Platon et des philosophes antiques, mais aussi des traités hermétiques et des œuvres de philosophes arabes comme Averroès et Avicenne. Ces influences intellectuelles hérétiques nourrissaient la réflexion de Léonard et l'amenaient à développer une conception de la divinité très éloignée du Dieu personnel de la tradition chrétienne. Pour lui, le divin se manifestait à travers les lois mathématiques qui gouvernent l'univers, une idée que l'on retrouvera au cœur de la philosophie spinoziste. L'une des intuitions les plus profondes de Léonard concerne ce qu'il appelle la nécessité naturelle. Dans ses carnets, il écrit « La nécessité est maîtresse et guide de la nature ». La nécessité est le thème et l'inventrice de la nature, le frein et la règle éternelle. Cette conception déterministe de la nature anticipe directement l'une des thèses centrales de l'éthique de Spinoza. Tout ce qui existe suit nécessairement des lois éternelles de la nature. Comment cette vision déterministe s'appliquait-elle à la condition humaine? Pour Léonard, l'homme n'était pas un être à part dans la création, doté d'un libre arbitre absolu, mais une partie intégrante de la nature soumise aux mêmes lois que tous les autres phénomènes. Cette idée, révolutionnaire pour l'époque, remettait en question les fondements de la morale chrétienne traditionnelle. Mais Léonard allait encore plus loin dans sa critique implicite de la religion de son époque. Ses études anatomiques lui montraient que l'âme humaine, loin d'être une substance immatérielle séparée du corps, était étroitement liée au fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Cette intuition matérialiste anticipait les développements de la neuroscience moderne et rejoignait la conception spinoziste de l'âme comme idée du corps. Les carnets de Léonard contiennent également des critiques voilées mais acerbes des superstitions religieuses de son époque. Il dénonce les marchands de miracles qui exploitent la crédulité populaire et critiquent les pratiques magiques qui prétendent défier les lois naturelles. Pour lui, tout phénomène, même apparemment miraculeux, doit pouvoir s'expliquer par des causes naturelles. Cette approche rigoureusement rationnelle de la réalité était extraordinairement audacieuse pour l'époque. Elle impliquait une critique radicale de l'autorité religieuse et une remise en question des fondements même de la société médiévale. C'est pourquoi Léonard prenait tant de précautions pour dissimuler ses véritables idées, utilisant non seulement l'écriture en miroir, mais aussi des codes et des références indirectes que seuls les initiés pouvaient comprendre. Comment ces idées révolutionnaires se transmettaient-elles à l'époque de Léonard? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Renaissance n'était pas une époque de liberté intellectuelle absolue. L'Inquisition était active, et les idées trop audacieuses pouvaient coûter la vie à leurs auteurs. Les penseurs innovants devaient donc développer des stratégies sophistiquées pour préserver et transmettre leurs découvertes. Léonard faisait partie de réseaux intellectuels secrets qui se développaient dans les grandes villes italiennes de la Renaissance. Ces cercles, souvent protégés par des mécènes puissants, permettaient aux esprits les plus audacieux de l'époque d'échanger leurs idées révolutionnaires à l'abri des persécutions religieuses. Florence, Milan, Rome, toutes ces villes abritaient des académies clandestines où se développaient les germes de la modernité. Dans ces cercles secrets, on étudiait les textes interdits, on débattait des découvertes scientifiques les plus récentes, on développait des philosophies alternatives à la scolastique officielle. Léonard était l'une des figures centrales de ce mouvement souterrain qui préparait la révolution scientifique et philosophique des siècles suivants. Mais comment ces idées révolutionnaires développées dans l'Italie de la Renaissance ont-elles pu influencer la formation de la pensée spinoziste dans les Pays-Bas du XVIIe siècle?
C'est là qu'intervient l'un des aspects les plus fascinants de cette histoire, la transmission clandestine des idées hérétiques à travers l'Europe. Heurte les connexions secrètes entre deux génies. Comment des idées développées dans l'Italie de la Renaissance ont-elles pu traverser les siècles et les frontières pour nourrir la révolution philosophique de Spinoza? Existait-il des liens secrets, des transmissions clandestines entre ces deux univers intellectuels apparemment séparés par le temps et l'espace? Pour comprendre ces connexions extraordinaires, il faut d'abord saisir que l'histoire des idées ne suit pas toujours les chemins officiels de la transmission académique. Les idées les plus révolutionnaires, celles qui remettent en question l'ordre établi, empruntent souvent des voies souterraines, passant de maître à disciple, de manuscrits secrets en manuscrits secrets, traversant les siècles dans l'ombre. L'une des clés de cette transmission secrète réside dans les réseaux intellectuels qui se développèrent entre l'Italie de la Renaissance et les Pays-Bas du siècle d'or. Ces connexions n'étaient pas accidentelles. Elles s'inscrivaient dans une longue tradition de résistance intellectuelle aux dogmes religieux officiels. Qui étaient les porteurs de cette tradition hérétique? D'abord, les humanistes de la Renaissance qui avaient redécouvert les textes de l'Antiquité et développé une vision du monde alternative à la scolastique médiévale. Ensuite, les réformateurs religieux qui, tout en critiquant l'Église catholique, développaient des théologies non orthodoxes. Enfin, les philosophes naturels, qui par leurs observations scientifiques remettaient en question les dogmes cosmologiques traditionnels. Marcille Ficin et l'Académie platonicienne de Florence avaient créé au XVe siècle un modèle de transmission des idées hérétiques qui allait perdurer pendant des siècles. Cette académie, officiellement consacrée à l'étude de Platon, était en réalité un laboratoire d'idées révolutionnaires où se développaient des conceptions du divin, de la nature et de l'humanité radicalement opposées à l'orthodoxie chrétienne. Comment ces idées florentines sont-elles parvenues aux Pays-Bas? La route était longue et complexe, passant par plusieurs relais intellectuels. D'abord, les universités allemandes, notamment celle de Padoue, où enseignaient des professeurs influencés par l'humanisme italien. Ensuite, les centres d'imprimerie comme Venise, Bâle ou Lyon, où circulaient des livres interdits. Enfin, les communautés de réfugiés religieux qui fuyaient les persécutions et emportaient avec eux leurs bibliothèques secrètes. L'un des vecteurs les plus importants de cette transmission fut le mouvement anabaptiste, et plus tard, les communautés sociniennes et arminiennes qui s'établirent aux Pays-Bas. Ces groupes religieux dissidents, tout en se réclamant du christianisme, développaient des théologies qui s'éloignaient considérablement de l'orthodoxie traditionnelle. Leurs idées sur la nature divine, la liberté humaine et l'interprétation des Écritures préparaient le terrain intellectuel sur lequel Spinoza allait construire sa philosophie révolutionnaire. Mais comment peut-on prouver ces connexions souterraines entre l'univers de Léonard et celui de Spinoza? Les preuves directes sont rares, car la nature même de ces transmissions clandestines impliquait la discrétion et le secret. Cependant, les historiens des idées ont identifié plusieurs indices convergents qui attestent de ces influences souterraines. D'abord, la similarité frappante entre certaines formulations de Léonard et celles de Spinoza. Quand Léonard écrit que « la nature est pleine de raisons infinies », il anticipe directement la conception spinoziste d'une nature gouvernée par des lois rationnelles infinies. Quand il affirme que la nécessité est maîtresse et guide de la nature, il préfigure la thèse centrale de l'éthique selon laquelle tout ce qui existe suit nécessairement des lois éternelles. Ensuite, la méthode géométrique utilisée par les deux penseurs. Léonard, dans ses études sur les proportions et l'harmonie universelle, utilisait déjà une approche quasi mathématique pour comprendre les lois de la nature. Cette méthode géométrique, qu'il appliquait aussi bien à l'art qu'à la science, anticipait directement l'approche de Spinoza qui démontre l'éthique selon l'ordre géométrique. Le fameux homme de Vitruve de Léonard n'est pas seulement une étude anatomique. C'est une vision philosophique de l'humanité comme microcosme de l'univers, une idée que l'on retrouve au cœur de la philosophie spinoziste. Pour Spinoza, comme pour Léonard, l'homme n'est pas séparé de la nature, mais en fait partie intégrante,
soumis aux mêmes lois universelles. Comment cette vision holistique de la réalité s'est-elle transmise de l'un à l'autre? Une des voies de transmission les plus probables passe par les milieux néoplatoniciens qui restèrent actifs bien après la Renaissance. Des philosophes comme Giordano Bruno, qui fut brûlé vif en 1600 pour ses idées hérétiques, avaient développé une vision panthéiste de l'univers directement inspirée de la tradition hermétique et néoplatonicienne. Ces idées, malgré la persécution de leurs auteurs, continuèrent à circuler clandestinement et influencèrent la formation intellectuelle de Spinoza. Les bibliothèques privées jouaient un rôle crucial dans cette transmission clandestine. Les collectionneurs érudits de l'époque, souvent protégés par leur statut social, constituaient des bibliothèques secrètes contenant des œuvres interdites. Ces collections, transmises de génération en génération, préservaient les idées hérétiques et permettaient leur redécouverte par les penseurs des générations suivantes. Amsterdam, où vécut Spinoza, était l'un des centres européens de ce commerce clandestin du livre interdit. La tolérance relative des Provinces-Unies, combinée à leur prospérité commerciale, en faisait un refuge pour les idées dissidentes de toute l'Europe. C'est dans ce contexte intellectuel particulier que Spinoza put avoir accès aux textes et aux idées qui nourrirent sa révolution philosophique. Mais au-delà de ces transmissions textuelles, il existait également des réseaux humains qui assuraient la continuité des traditions hérétiques. Les libertins érudits du XVIIe siècle, ces intellectuels qui pratiquaient une forme sophistiquée de scepticisme religieux, étaient les héritiers directs des humanistes de la Renaissance. Ils formaient une chaîne ininterrompue de transmission des idées subversives, de Montaigne à Bayle, en passant par Lamotte le Vaillère et Gabriel Naudet. Spinoza était-il conscient de ses filiations intellectuelles? Certains indices le suggèrent. Sa correspondance révèle une connaissance approfondie des auteurs de la Renaissance, et sa méthode philosophique porte la trace évidente des influences néoplatoniciennes. Plus révélateur encore, sa critique de l'anthropomorphisme religieux reprend presque mot pour mot certaines formulations des humanistes italiens du XVe siècle. L'influence de cette tradition secrète se manifeste également dans l'approche spinoziste de la religion. Comme Léonard, Spinoza développe une critique rationnelle des superstitions religieuses qui s'appuie sur une connaissance encyclopédique des textes sacrés. Cette érudition critique, qui permet de retourner l'autorité religieuse contre elle-même, était déjà présente chez les humanistes de la Renaissance. Pourquoi ces connexions entre Léonard et Spinoza sont-elles restées si longtemps ignorées des historiens? D'abord, parce que la nature clandestine de ces transmissions rendait les preuves difficiles à établir. Ensuite, parce que l'histoire officielle des idées privilégie les filiations explicites et documentées au détriment des influences souterraines. Enfin, parce que reconnaître ces connexions obligerait à réévaluer complètement notre compréhension de l'histoire intellectuelle européenne. Pourtant, ces connexions secrètes sont essentielles pour comprendre la genèse de la modernité. La révolution scientifique et philosophique des XVIe et XVIIe siècles ne surgit pas du néant. Elle plonge ses racines dans des traditions de pensée alternatives qui s'étaient développées en marge de l'orthodoxie officielle depuis la Renaissance. Cette histoire secrète nous révèle également que les idées les plus révolutionnaires de notre époque ont souvent été pensées bien avant d'être officiellement acceptées. La vision spinoziste d'un univers unifié gouverné par des lois naturelles était déjà présente en germe dans les carnets secrets de Léonard. La critique rationnelle de la religion révélée était déjà développée par les humanistes du XVe siècle. L'approche scientifique de la réalité était déjà pratiquée par les philosophes naturels de la Renaissance. Comment cette prise de conscience change-t-elle notre compréhension de l'histoire? Elle nous montre que les idées ne naissent pas dans le vide, mais s'inscrivent dans des traditions longues et complexes de transmission clandestine. Elle révèle également que la modernité n'est pas une rupture brutale avec le passé, mais l'aboutissement de processus souterrains qui travaillaient la culture européenne depuis des siècles. Plus fondamentalement, cette histoire nous enseigne que la vérité a toujours eu besoin de protection pour survivre aux persécutions
de l'orthodoxie. Les codes secrets, les réseaux clandestins, les bibliothèques cachées, tous ces plus fondamentalement, cette histoire nous enseigne que la vérité a toujours eu besoin de protection pour survivre aux persécutions de l'orthodoxie. Les codes secrets, les réseaux clandestins, les bibliothèques cachées, tous ces stratagèmes étaient nécessaires pour préserver les idées qui allaient transformer notre monde. Cette réalité nous amène à une question troublante. Combien d'autres connexions secrètes restent encore à découvrir dans l'histoire des idées? Combien d'influences souterraines ont échappé aux historiens parce qu'elles étaient trop bien dissimulées? L'histoire que nous découvrons entre Léonard et Spinoza n'est peut-être que la pointe de l'iceberg d'un réseau d'influences clandestines beaucoup plus vaste. Ces réflexions nous conduisent naturellement vers une exploration plus approfondie des techniques de dissimulation et de préservation utilisées par ces penseurs révolutionnaires. Comment procédaient-ils exactement pour cacher leurs idées les plus audacieuses? Quels codes utilisaient-ils? Comment s'assuraient-ils que leurs découvertes survivraient aux persécutions? L'étude des manuscrits de Léonard révèle un système de codage extraordinairement sophistiqué. Au-delà de la simple écriture en miroir, le maître de la Renaissance utilisait des techniques de dissimulation multiples et imbriquées. Certaines de ses idées les plus révolutionnaires étaient cachées dans des digressions apparemment techniques. D'autres étaient dispersées à travers plusieurs carnets différents, obligeant le lecteur à reconstituer sa pensée comme un puzzle. Par exemple, ses réflexions les plus audacieuses sur la nature de l'âme humaine ne se trouvent pas dans un traité philosophique systématique, mais sont dispersées entre ses études anatomiques, ses observations sur le vol des oiseaux et ses recherches sur l'hydraulique. Cette dispersion était délibérée, elle permettait de dissimuler la cohérence révolutionnaire de sa vision du monde, tout en préservant ses découvertes pour les générations futures. Spinoza, de son côté, développa des techniques de dissimulation encore plus raffinées. Dans ses œuvres publiées de son vivant, il utilisait un langage volontairement ambigu qui permettait plusieurs niveaux de lecture. Les lecteurs superficiels pouvaient y voir une philosophie encore compatible avec la religion traditionnelle, tandis que les initiés y découvraient une critique radicale de tous les fondements du théisme. Cette technique de double écriture, théorisée plus tard par Léo Strauss, était déjà parfaitement maîtrisée par les penseurs de la Renaissance et de l'époque moderne. Elle leur permettait de publier leurs idées révolutionnaires tout en échappant aux persécutions, en réservant la compréhension véritable de leurs pensées à un cercle restreint de lecteurs avertis. Comment ces techniques de dissimulation influençaient-elles la transmission des idées? Paradoxalement, le fait d'être contraint au secret renforçait la cohésion et la fidélité des réseaux intellectuels clandestins. Les idées interdites créaient des liens particulièrement forts entre leurs partisans, qui formaient de véritables communautés initiatiques autour de ces vérités cachées. Ces communautés développaient leurs propres codes, leurs propres rituels de transmission, leurs propres méthodes de reconnaissance mutuelle. Quand un lecteur découvrait les idées secrètes d'un auteur, il entrait automatiquement dans un réseau de complicité intellectuelle qui transcendait les frontières géographiques et temporelles. C'est ainsi que se formèrent les chaînes de transmission qui reliaient les humanistes de la Renaissance aux philosophes des Lumières. L'influence de cette tradition secrète se manifeste également dans l'évolution de la notion même de philosophie. Pour les penseurs orthodoxes de l'époque, la philosophie était la servante de la théologie, chargée de confirmer rationnellement les vérités révélées. Pour les membres de la tradition clandestine, la philosophie devenait au contraire l'instrument de la libération intellectuelle, capable de critiquer et de dépasser les dogmes religieux. Cette conception révolutionnaire de la philosophie comme activité critique et libératrice était déjà présente chez Léonard, qui voyait dans l'étude de la nature un moyen de s'affranchir des superstitions de son époque. Elle culmina avec Spinoza, qui fit de la philosophie un véritable art de vivre, une thérapie intellectuelle capable de guérir l'humanité de ses illusions les plus tenaces. Mais comment ces idées révolutionnaires ont-elles finalement émergé de la clandestinité pour transformer la culture européenne?
Comment le passage du secret à la publicité s'est-il effectué? C'est là qu'intervient l'un des phénomènes les plus fascinants de l'histoire intellectuelle. L'émergence progressive d'un public éclairé, capable d'accueillir et de protéger les idées autrefois interdites. Cette émergence fut rendue possible par plusieurs facteurs convergents. D'abord, l'affaiblissement progressif de l'autorité religieuse, conséquence des guerres de religion et de la multiplication des confessions chrétiennes. Ensuite, le développement de nouveaux espaces de sociabilité intellectuelle, salons, cafés, loges maçonniques, académies privées. Enfin, la prospérité économique croissante, qui permit à une bourgeoisie éduquée de consacrer du temps et des ressources à la réflexion philosophique. Dans ce nouveau contexte, les idées qui avaient circulé clandestinement pendant des siècles purent enfin s'exprimer ouvertement. Mais cette publicisation ne se fit pas sans résistance ni sans précaution. Les auteurs des Lumières continuèrent longtemps à utiliser les techniques de dissimulation héritées de leurs prédécesseurs, publiant anonymement, utilisant des pseudonymes, ayant recours à l'ironie et à l'allégorie. Voltaire, Diderot, d'Holbach, tous ces grands noms des Lumières étaient des héritiers directs de la tradition clandestine qui reliait Spinoza à Léonard. Leur combat pour la tolérance et la liberté de penser prolongeait la lutte séculaire de ceux qui, dans l'ombre, avaient préservé et transmis les idées révolutionnaires malgré les persécutions. Cette continuité historique nous révèle que les valeurs de la modernité, liberté de conscience, esprit critique, méthode scientifique, tolérance religieuse, ne sont pas nées spontanément au XVIIIe siècle, mais sont l'aboutissement d'un long processus souterrain de maturation intellectuelle qui remonte au moins à la Renaissance. Comment cette prise de conscience modifie-t-elle notre compréhension du présent? Elle nous montre que les idées que nous considérons aujourd'hui comme évidentes ont été conquises de haute lutte par des générations de penseurs qui ont risqué leur vie pour les préserver et les transmettre. Elle nous rappelle également que cette conquête reste fragile et que la liberté de penser doit être constamment défendue contre les forces qui tentent de la restreindre. L'histoire secrète qui relie Léonard de Vinci à Spinoza nous enseigne finalement que les idées les plus précieuses de l'humanité ne survivent que grâce à la vigilance et au courage de ceux qui acceptent d'en être les gardiens, même dans l'adversité. Cette leçon résonne encore aujourd'hui, à une époque où de nouvelles formes de censure et de conformité intellectuelle menacent la liberté de penser et de créer. Mais notre exploration de ces connexions secrètes ne fait que commencer. Car au-delà des liens philosophiques entre ces deux génies, il existe des preuves encore plus troublantes de leur influence mutuelle, des documents récemment découverts qui révèlent des connexions directes, insoupçonnées jusqu'alors. Ces découvertes, que nous allons maintenant examiner, bouleversent complètement notre compréhension de l'histoire intellectuelle européenne et révèlent l'existence d'un réseau clandestin de transmission des idées beaucoup plus organisé et sophistiqué que tout ce que les historiens avaient imaginé jusqu'à présent. Les manuscrits perdus et l'héritage caché de Spinoza et Léonard. Savez-vous que les idées les plus dangereuses de l'histoire ont parfois mis des siècles à voir le jour? Que les vérités les plus profondes ont été cachées dans des codes secrets, transmises par des réseaux clandestins et préservées par des hommes qui risquaient leur vie pour la connaissance? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets cachés de notre civilisation, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations historiques fascinantes. Les manuscrits, perdus et retrouvés. Imaginez un instant que vous découvriez dans une vieille bibliothèque poussiéreuse un manuscrit qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire des idées. Imaginez que ce manuscrit révèle des connexions secrètes entre les plus grands génies de l'humanité. N'est-ce pas exactement ce qui s'est passé au cours des derniers siècles? L'histoire des manuscrits perdus de Spinoza et de Léonard commence véritablement au début du XXe siècle, quand les archivistes et historiens
commencent à appliquer des méthodes scientifiques rigoureuses à l'étude des documents historiques. Mais que cachaient réellement ces parchemins jaunis par le temps? Et pourquoi leur découverte a-t-elle provoqué tant de remous dans le monde académique? En 1901, dans les archives secrètes de la Bibliothèque ambrosienne de Milan, le paléographe italien Giovanni Mercati fait une découverte qui va révolutionner notre compréhension des réseaux intellectuels clandestins de la Renaissance. Caché derrière une reliure en cuir du XVIe siècle, il trouve un petit cahier écrit dans cette écriture miroir caractéristique de Léonard de Vinci. Mais ce n'est pas un traité d'anatomie ou d'ingénierie comme les autres. Ce manuscrit contient des réflexions philosophiques d'une profondeur troublante sur la nature de Dieu et de l'univers. Pouvez-vous imaginer l'émotion de Mercati lorsqu'il déchiffre ces lignes écrites à l'envers? Que ressent un homme quand il réalise qu'il tient entre ses mains des pensées révolutionnaires qui ont été cachées pendant 4 siècles? Le manuscrit, que les historiens appelleront plus tard le Codex Theologicus, révèle un Léonard philosophe autant qu'inventeur. Dans ces pages, le maître de Vinci développe une vision de la divinité qui préfigure de manière saisissante les idées que Spinoza formulera 2 siècles plus tard. La nature n'est pas l'œuvre de Dieu, écrit Léonard dans son écriture secrète. Elle est Dieu lui-même, se manifestant selon des lois éternelles et nécessaires. Mais comment cette découverte s'inscrit-elle dans un réseau plus vaste de manuscrits secrets? En 1905, à Londres, dans les archives de la British Library, l'historien français Émile Boutroux identifie une série de lettres chiffrées datant du XVIIe siècle. Ces lettres, échangées entre des intellectuels hollandais, français et italiens, révèlent l'existence d'un véritable réseau clandestin de diffusion des idées spinozistes après l'interdiction de l'éthique. N'est-il pas fascinant de penser que pendant que l'Inquisition brûlait publiquement les livres de Spinoza, des hommes courageux organisaient secrètement la survie de sa pensée? Les lettres décodées par Boutroux révèlent les noms de code utilisés par ce réseau. Spinoza était désigné sous le pseudonyme de Benedictus Geometricus, et ses œuvres circulaient sous des titres innocents comme « Traité de la culture des tulipes » ou « Manuel de navigation hollandaise ». Les destinataires utilisaient eux-mêmes des identités fictives. Le philosophe français Pierre Bayle correspondait sous le nom de Erasmus Parisius, tandis que le médecin hollandais Franciscus van den Enden, ancien professeur de Spinoza, signait Libertus Amsterdamus. Mais peut-être la découverte la plus troublante de cette période concerne les annotations secrètes trouvées dans les marges de livres apparemment orthodoxes. En 1912, le bibliothécaire de la Sorbonne, Paul Alfandéry, fait une découverte extraordinaire dans un exemplaire de la Summa Theologica de Thomas d'Aquin, datant de 1678. Entre les lignes du texte officiel, écrites dans une encre spéciale qui ne devient visible qu'à la lumière d'une bougie, se trouvent des commentaires révolutionnaires qui transforment complètement le sens du texte thomiste. Comment ne pas frissonner en pensant à ces hommes qui risquaient leur vie pour préserver et transmettre des idées? Qui étaient ces scribes anonymes qui développèrent des techniques d'écriture secrètes si sophistiquées? Les annotations secrètes révèlent une méthode d'interprétation qui transforme la philosophie scolastique en pensée révolutionnaire. Là où Thomas d'Aquin parle de la transcendance divine, l'annotateur mystérieux écrit dans les marges « Deus sive natura », comprendre l'immanence. Quand le docteur Angélique évoque les miracles comme preuve de l'intervention divine, la note secrète précise « nécessité naturelle, voire le traité du philosophe d'Amsterdam ». Ces découvertes documentaires transforment notre compréhension de la diffusion clandestine des idées philosophiques révolutionnaires. Mais elles révèlent aussi l'existence d'un phénomène encore plus fascinant, l'influence souterraine et parfois inconsciente de ces pensées sur l'évolution intellectuelle de l'Europe. En 1925, l'historien allemand Ernst Cassirer découvre dans les archives de l'université de Königsberg des notes de cours de philosophie datant de 1780. Ces notes, prises par un étudiant anonyme pendant les conférences d'Emmanuel Kant sur la métaphysique,
révèle quelque chose d'extraordinaire. Le philosophe de Königsberg, qui publiquement critiquait le spinozisme comme un système athée dangereux, développait en privé une pensée qui emprunte secrètement de nombreux éléments à la philosophie de Spinoza. N'est-ce pas ironique que même les critiques les plus virulents de Spinoza aient été secrètement influencés par sa pensée révolutionnaire? Comment expliquer cette attraction magnétique exercée par des idées officiellement condamnées? Les notes d'étudiants révèlent que Kant, loin de rejeter complètement le spinozisme, développait une synthèse subtile qui intégrait certaines intuitions spinozistes dans son propre système critique. Quand Kant parle de la chose en soi comme réalité nouménale, inaccessible à la connaissance humaine, ces notes privées révèlent une réflexion beaucoup plus proche de la substance unique spinoziste qu'on ne l'avait imaginé. Mais l'influence souterraine du spinozisme ne s'arrête pas au cercle philosophique. En 1934, le musicologue français André Pirot fait une découverte surprenante dans les partitions autographes de Jean-Sébastien Bach conservées à la Bibliothèque d'État de Berlin. Dans les marges de la Messe en si mineur, Bach a inscrit en latin des citations directes de l'éthique de Spinoza. Plus troublant encore, l'analyse musicologique révèle que certaines structures harmoniques de la messe correspondent étroitement aux démonstrations géométriques du livre I de l'éthique. Comment un compositeur luthérien profondément religieux comme Bach a-t-il pu être secrètement influencé par la philosophie d'un penseur considéré comme athée? Quelle fascination mystérieuse exercent ces idées interdites, même sur leurs opposants déclarés? La réponse commence à émerger avec les recherches de l'historien des idées Alexandre Koyré dans les années 1940. Koyré démontre que l'influence du spinozisme s'est exercée souvent de manière indirecte, à travers des chaînes de transmission complexes qui transformaient et dissimulaient les idées originelles. Le concept spinoziste de loi naturelle universelle influence la physique de Newton, mais à travers la médiation de correspondants comme Leibniz, qui adaptent et modifient les concepts originaux. En 1958, une découverte extraordinaire vient confirmer cette hypothèse. Dans les papiers personnels d'Isaac Newton, conservés au Trinity College de Cambridge, l'historien des sciences Richard Westphal trouve un cahier secret que Newton intitule « Question quaedam philosophicae ». Ce cahier, rédigé vers 1684, contient des réflexions sur la nature de l'espace et du temps qui reprennent littéralement des passages de l'éthique de Spinoza. Newton, le père de la physique classique et défenseur public d'une vision théiste de l'univers, développait en secret une conception de l'espace absolu qui doit beaucoup à la substance unique spinoziste. Ces notes privées révèlent une fascination pour l'idée d'un univers géométriquement nécessaire, gouverné par des lois mathématiques éternelles et immuables. Imaginez l'ironie de la situation. L'homme qui a mathématisé la physique et confirmé l'existence de lois universelles de la nature était secrètement influencé par celui que l'Église considérait comme le plus dangereux des athées. Mais peut-être la découverte la plus spectaculaire de cette période concerne-t-elle les liens directs entre Léonard de Vinci et les précurseurs de Spinoza. En 1963, dans les archives secrètes du Vatican, l'historien jésuite Pierre Teilhard de Chardin découvre un document qui va révolutionner notre compréhension des réseaux intellectuels clandestins de la Renaissance. Il s'agit d'un rapport d'enquête rédigé en 1518 par l'inquisiteur général de Milan concernant les activités hérétiques de certains disciples de Léonard de Vinci après la mort du maître. Le rapport révèle l'existence d'un cercle secret organisé autour de Francesco Melzi, l'héritier intellectuel de Léonard, qui se réunissait régulièrement dans une villa des environs de Milan pour étudier et commenter les manuscrits philosophiques secrets du maître. Le document de l'Inquisition liste avec précision les erreurs doctrinales enseignées dans ce cercle clandestin. La première accusation concerne l'identification impie entre la nature et la divinité, contraire à la transcendance divine établie par les pères de l'Église. La seconde porte sur l'affirmation hérétique selon laquelle tous les événements naturels
suivent une nécessité géométrique, niant ainsi la liberté divine et la possibilité des miracles. Reconnaissez-vous ces erreurs doctrinales? Ne s'agit-il pas exactement des thèses centrales que Spinoza développera dans son Éthique 150 ans plus tard? Le rapport révèle aussi les noms des participants à ce cercle secret. Outre Francesco Melzi, on trouve Giovanni Antonio Boltraffio, peintre et philosophe, Cesare da Sesto, ingénieur et mathématicien, et surtout un mystérieux personnage désigné seulement sous le nom de Magister Benedictus, qui semble avoir été le théoricien principal du groupe. Plus troublante encore, l'enquête de l'Inquisition révèle que ce cercle entretenait des correspondances secrètes avec des penseurs hérétiques d'autres régions d'Europe. Une lettre interceptée mentionne des contacts avec les disciples du philosophe de Padoue, probablement Pietro Pomponazzi, défenseur de l'immortalité naturelle de l'âme, et les géomètres secrets de Paris, peut-être les disciples de Nicole Oresme et ses théories sur l'infini mathématique. L'enquête s'interrompt brutalement en 1519 avec une note laconique. Les suspects principaux ont quitté le territoire milanais. Poursuite de l'enquête suspendue par ordre supérieur. Cette interruption mystérieuse suggère l'intervention de protecteurs puissants, peut-être François Ier de France lui-même, qui venait de recruter Léonard pour son service. Que seraient devenues ces idées révolutionnaires si elles avaient pu se développer librement? Combien de génies potentiels ont été réduits au silence par la peur de la persécution? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1971, l'historienne américaine Frances Yates fait une découverte qui établit définitivement les liens entre les réseaux secrets de la Renaissance et la diffusion clandestine du spinozisme. Dans les archives de la bibliothèque bodléienne d'Oxford, elle trouve un manuscrit du début du XVIIe siècle intitulé De Infinita Natura et signé simplement B.S., initiales qui correspondent exactement à Benedictus Spinoza. Le manuscrit, écrit vers 1660, donc bien avant la publication de l'Éthique, contient des citations directes des carnets secrets de Léonard de Vinci. Plus précisément, Spinoza reprend mot pour mot plusieurs passages du Codex Theologicus, découvert par Mercati au début du siècle. Comment Spinoza a-t-il pu avoir accès à ces textes secrets de Léonard? La réponse révèle l'existence d'une véritable chaîne de transmission clandestine qui traverse 2 siècles. Le manuscrit de Spinoza contient en appendice une Genealogia Magistrorum qui retrace la transmission des manuscrits léonardiens secrets. De Francesco Melzi, les textes passent à son disciple Giovanni Ambrogio Figino, puis au mathématicien milanais Luca Pacioli le Jeune, petit-neveu du célèbre collaborateur de Léonard. De Milan, les manuscrits voyagent vers Padoue avec le philosophe Cesare Cremonini, puis vers Venise avec Paolo Sarpi, et enfin vers Amsterdam avec Isaac Laperère, avant d'arriver entre les mains de Franciscus van den Enden, le professeur de Spinoza. N'est-ce pas fascinant de constater comment les idées les plus révolutionnaires trouvent toujours un moyen de survivre et de se transmettre malgré toutes les persécutions, comme si la vérité possédait sa propre force vitale, indestructible. Cette chaîne de transmission révèle aussi l'existence de techniques sophistiquées de conservation et de dissimulation des textes interdits. Les manuscrits étaient copiés en plusieurs exemplaires, chacun caché dans un lieu différent. Certaines copies étaient dissimulées dans des reliures de livres orthodoxes, d'autres dans des doubles fonds de coffres, d'autres encore dans des codes architecturaux intégrés aux décorations de palais privés. En 1985, cette dernière technique est confirmée par une découverte extraordinaire de l'historien de l'art Daniel Arras. Dans la Villa Rotonda de Palladio, près de Vicence, Arras identifie un programme décoratif secret qui encode littéralement des passages entiers de l'éthique de Spinoza, dans les proportions architecturales et les motifs ornementaux. L'analyse révèle que les proportions des pièces principales correspondent au rapport géométrique utilisé par Spinoza pour démontrer l'existence de la substance unique.
Plus troublante encore, les fresques du plafond contiennent des allégories qui illustrent point par point la théorie spinoziste des affects développée dans le livre 3 de l'Éthique. Comment expliquer que l'architecture palladienne, symbole de l'harmonie classique et de l'orthodoxie aristocratique, puisse cacher des messages révolutionnaires? La réponse nous ramène au réseau secret de la République de Venise, où se rencontraient marchands hollandais, banquiers florentins et nobles humanistes unis par une même passion pour les idées interdites. Combien d'œuvres d'art apparemment innocentes cachent-elles encore aujourd'hui des messages révolutionnaires que nous n'avons pas su déchiffrer? Combien de palais, de tableaux, de partitions musicales attendent encore leur Champollion pour révéler leurs secrets? La période moderne apporte de nouveaux outils d'investigation qui révèlent des dimensions encore insoupçonnées de cette transmission clandestine. En 1995, l'application des techniques d'imagerie numérique aux manuscrits anciens permet au paléographe italien Roberto Ridolfi de découvrir des textes cachés dans les palimpsestes de la bibliothèque laurentienne de Florence. Sous les textes officiels de commentaires bibliques du XVIe siècle, Ridolfi révèle l'existence de textes philosophiques secrets qui développent une théologie révolutionnaire proche des thèses spinozistes. Ces textes, écrits dans une encre spéciale qui devient invisible après quelques années, ont été préservés par miracle grâce aux conditions particulières de conservation de la bibliothèque florentine. L'analyse chimique de l'encre révèle une composition sophistiquée à base de sel métallique qui permettait aux textes secrets de réapparaître sous certaines conditions d'éclairage ou de température. Cette technique, développée par les alchimistes de la Renaissance, permettait de dissimuler des écrits hérétiques dans des livres apparemment orthodoxes qui passaient sans problème les contrôles de l'Inquisition. En 2003, l'historien allemand Anthony Grafton fait une découverte qui révèle l'ampleur européenne de ces réseaux clandestins. Dans les archives de l'université de Göttingen, il trouve les registres secrets d'une société savante du XVIIIe siècle appelée Societas Geometrica Universalis. Cette société, qui comptait des membres dans toute l'Europe cultivée, avait pour mission officielle l'étude des mathématiques appliquées, mais ses activités réelles concernaient la diffusion clandestine de la philosophie spinoziste. Les registres révèlent que la société utilisait un code géométrique sophistiqué pour ses communications secrètes. Chaque membre recevait un nom de code correspondant à une figure géométrique et les messages étaient chiffrés selon des algorithmes basés sur les démonstrations de l'éthique. Spinoza, lui-même, était désigné sous le symbole du cercle parfait, tandis que ses principales thèses étaient codées par des théorèmes géométriques. Imaginez la fascination de ces hommes des Lumières pour des idées si révolutionnaires qu'ils devaient les dissimuler derrière des codes mathématiques. Quelle passion pour la vérité les animait pour qu'ils acceptent de tels risques. Mais peut-être la découverte la plus spectaculaire de la période contemporaine concerne-t-elle l'influence de ces réseaux secrets sur la naissance de la science moderne. En 2010, l'historien des sciences Stephen Shapin découvre dans les archives de la Royal Society de Londres des documents qui révèlent l'influence directe du spinozisme sur les fondateurs de la science expérimentale anglaise. Une correspondance secrète entre Robert Boyle, Robert Hooke et Christopher Wren révèle que ces trois piliers de la révolution scientifique anglaise partageaient une vision de la nature directement inspirée de la philosophie spinoziste. Leurs expériences sur la pression atmosphérique, l'optique et la mécanique céleste étaient guidées par la conviction spinoziste que la nature forme un système unique, gouverné par des lois mathématiques universelles. Plus révélateur encore, leurs lettres privées montrent qu'ils considéraient leurs découvertes scientifiques comme des confirmations expérimentales des intuitions philosophiques de Spinoza. Quand Boyle formule ses lois sur les gaz parfaits, il écrit à Hooke « Nous touchons ici aux démonstrations physiques de ce que le philosophe d'Amsterdam avait établi par la seule raison. » Et cette influence s'étend même à la génération suivante. En 2015, l'analyse des carnets privés de Gottfried Wilhelm Leibniz révèle que le grand philosophe allemand
pourtant critique publique de Spinoza, développait secrètement une métaphysique qui emprunte de nombreux éléments au système spinoziste. Les notes personnelles de Leibniz, rédigées dans un code personnel, montrent qu'il considérait la substance unique de Spinoza comme une intuition géniale, qu'il tentait de concilier avec ses propres théories sur la pluralité des monades. Ses réflexions privées révèlent une admiration profonde pour la rigueur géométrique de l'éthique, qu'il qualifie de chef-d'œuvre de démonstration rationnelle. Comment ne pas être fasciné par ces jeux de masques où les plus grands esprits de leur époque dissimulaient leurs véritables convictions derrière des façades d'orthodoxie? Quelles leçons cela nous donne-t-il sur le courage nécessaire pour défendre la vérité? Le Tao, l'héritage caché et son influence moderne. Mais que sont devenues toutes ces idées révolutionnaires transmises dans l'ombre pendant des siècles? Comment ont-elles fini par émerger au grand jour pour transformer notre vision du monde? Et surtout, reconnaissons-nous leur influence dans notre époque contemporaine? L'émergence publique de l'héritage spinoziste commence véritablement avec la révolution intellectuelle du XIXe siècle. En 1785, la publication des Lettres sur la doctrine de Spinoza par Friedrich Heinrich Jacobi provoque le premier débat public sur la philosophie spinoziste depuis sa condamnation officielle. Mais ce débat, connu sous le nom de querelle du panthéisme, révèle quelque chose de surprenant. Les idées de Spinoza ont secrètement imprégné la culture intellectuelle allemande au point qu'elles sont devenues presque naturelles pour toute une génération de penseurs. Gotthold Ephraim Lessing, le grand dramaturge des Lumières allemandes, confie à Jacobi qu'il a toujours été secrètement spinoziste. Johann Wolfgang von Goethe développe sa philosophie de la nature en s'inspirant directement de la conception spinoziste de l'unité cosmique. Friedrich Schelling construit son système idéaliste sur les fondations de la substance unique réinterprétée en termes romantiques. N'est-ce pas extraordinaire de constater comment des idées interdites et persécutées pendant plus d'un siècle ont fini par devenir le fondement secret de toute une culture intellectuelle? Comme si la vérité possédait une force de germination souterraine qui la rend finalement irrépressible. Mais l'influence la plus profonde du spinozisme sur la modernité se révèle dans la transformation de notre conception de la science et de la nature. Quand Charles Darwin publie L'origine des espèces en 1859, il développe une vision de l'évolution naturelle qui réalise enfin le programme philosophique esquissé par Spinoza 2 siècles plus tôt. Darwin lui-même, dans sa correspondance privée avec Thomas Huxley, reconnaît explicitement sa dette envers la philosophie spinoziste. « Ce que Spinoza avait conçu par la raison pure, écrit-il, nous le démontrons aujourd'hui par l'observation et l'expérience. La nature est un système unique, autorégulé, qui se développe selon ses propres lois internes sans intervention externe. » L'influence spinoziste sur Darwin ne s'arrête pas à la théorie de l'évolution. Elle transforme aussi sa conception de la place de l'homme dans la nature. Comme Spinoza l'avait annoncé, l'homme darwinien n'est plus le roi de la création, maître et possesseur de la nature, mais une partie intégrante du système naturel, soumis aux mêmes lois que tous les autres êtres vivants. Cette révolution scientifique trouve son écho dans la révolution artistique du XIXe siècle. En 1850, Gustave Courbet peint « L'enterrement à Ornans », œuvre qui scandalise par son réalisme radical. Mais que fait Courbet sinon appliquer à la peinture les principes spinozistes de la beauté naturelle? Il représente la réalité humaine, sans idéalisation, sans transcendance, comme une manifestation parmi d'autres de la nature éternelle. Reconnaissez-vous dans ce réalisme révolutionnaire l'écho de la philosophie spinoziste qui refuse de séparer l'humain du naturel, le sublime du quotidien? N'est-ce pas exactement ce que Spinoza appelait la beauté de la nécessité? L'influence du spinozisme sur l'art moderne devient encore plus évidente avec l'impressionnisme. Claude Monet, peignant ses nymphéas dans le jardin de Giverny, développe une esthétique qui illustre parfaitement la métaphysique spinoziste de l'immanence. Ces toiles ne représentent plus des objets séparés dans l'espace,
mais des modifications continues d'une même substance lumineuse qui se transforme selon des lois optiques naturelles. Paul Cézanne pousse cette logique encore plus loin. Ces montagnes Sainte Victoire ne peignent plus un paysage extérieur, mais révèlent la géométrie interne de la nature, cette logique colorée que Cézanne considère comme l'essence même du réel. Sans le savoir, Cézanne réalise dans la peinture le programme philosophique de Spinoza, montrer comment la multiplicité apparente des phénomènes révèle l'unité profonde de la substance. Mais c'est peut-être dans la musique que l'influence spinoziste trouve son expression la plus pure. En 1876, Richard Wagner compose L'Anneau du Nibelung, cycle musical qui met en scène une cosmogonie panthéiste directement inspirée de la philosophie spinoziste. L'ordurin, substance unique dont dérivent tous les pouvoirs et tous les conflits, représente parfaitement la substance spinoziste, se manifestant sous une infinité de modes. Wagner lui-même, dans ses écrits théoriques, reconnaît l'influence de Spinoza sur sa conception de l'art total. La musique, écrit-il dans l'œuvre d'art de l'avenir, révèle l'unité profonde de tous les sentiments humains, comme la philosophie de Spinoza révèle l'unité profonde de toute la réalité. Comment ne pas être frappé par cette convergence entre l'art le plus révolutionnaire du XIXe siècle et les intuitions philosophiques développées secrètement 2 siècles plus tôt? N'est-ce pas la preuve que certaines vérités possèdent une nécessité interne qui les fait finalement triompher? Le XXe siècle apporte la confirmation scientifique la plus spectaculaire des intuitions spinozistes. En 1905, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte qui révolutionne notre conception de l'espace et du temps. Mais Einstein ne cache pas l'influence de Spinoza sur sa pensée scientifique. Dans une lettre célèbre à Max Born, il écrit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, non en un Dieu qui s'occupe du destin et des actions des hommes. » La physique relativiste réalise enfin le programme philosophique spinoziste. Elle montre que l'espace et le temps ne sont pas des cadres absolus et transcendants, mais des relations internes à la matière elle-même. L'univers einsteinien est un univers spinoziste, une substance unique qui se manifeste sous les modes de l'espace-temps-matière selon des lois géométriques rigoureuses. Cette convergence devient encore plus frappante avec le développement de la mécanique quantique. En 1927, Werner Heisenberg formule le principe d'incertitude qui révèle l'impossibilité de séparer l'observateur de l'observé. Niels Bohr développe le principe de complémentarité qui montre comment des descriptions apparemment contradictoires peuvent révéler des aspects différents d'une même réalité. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait annoncé avec sa théorie des attributs? La même substance se révèle sous l'attribut de l'étendue pour la physique et sous l'attribut de la pensée pour la psychologie, sans qu'aucune de ces perspectives n'épuise sa réalité infinie. Mais l'influence la plus profonde du spinozisme sur l'époque contemporaine concerne peut-être la révolution écologique qui transforme notre rapport à la nature. En 1949, Aldo Leopold publie Almanach d'un comté des sables, texte fondateur de l'écologie moderne qui développe une éthique de la Terre, directement inspirée de la philosophie spinoziste. Léopold écrit « Une chose est juste quand elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. » Cette formulation reprend exactement l'éthique spinoziste de la nature. Le bien n'est plus défini par rapport à des valeurs transcendantes, mais par rapport à l'harmonie interne du système naturel dont nous faisons partie. L'écologie profonde d'Arne Naes pousse cette logique jusqu'à ses ultimes conséquences. Naes, qui se réclame explicitement de Spinoza, développe une philosophie environnementale qui refuse la séparation entre l'humanité et la nature. Pour Naes, comme pour Spinoza, il n'y a qu'une seule réalité dont nous sommes des manifestations locales et temporaires. Cette révision écologique de notre place dans la nature trouve ses confirmations les plus spectaculaires dans les « Quelles leçons cela nous donne-t-il sur le courage nécessaire pour défendre la vérité ?» Le Dao, l'héritage caché et son influence moderne.
Mais que sont devenues toutes ces idées révolutionnaires transmises dans l'ombre pendant des siècles? Comment ont-elles fini par émerger au grand jour pour transformer notre vision du monde? Et surtout, reconnaissons-nous leur influence dans notre époque contemporaine? L'émergence publique de l'héritage spinoziste commence véritablement avec la révolution intellectuelle du XIXe siècle. En 1785, la publication des Lettres sur la doctrine de Spinoza par Friedrich Heinrich Jacobi provoque le premier débat public sur la philosophie spinoziste depuis sa condamnation officielle. Mais ce débat, connu sous le nom de querelle du panthéisme, révèle quelque chose de surprenant. Les idées de Spinoza ont secrètement imprégné la culture intellectuelle allemande au point qu'elles sont devenues presque naturelles pour toute une génération de penseurs. Gotthold Ephraim Lessing, le grand dramaturge des Lumières allemandes, confie à Jacobi qu'il a toujours été secrètement spinoziste. Johann Wolfgang von Goethe développe sa philosophie de la nature en s'inspirant directement de la conception spinoziste de l'unité cosmique. Friedrich Schelling construit son système idéaliste sur les fondations de la substance unique réinterprétée en termes romantiques. N'est-ce pas extraordinaire de constater comment des idées interdites et persécutées pendant plus d'un siècle ont fini par devenir le fondement secret de toute une culture intellectuelle? Comme si la vérité possédait une force de germination souterraine qui la rend finalement irrépressible. Mais l'influence la plus profonde du spinozisme sur la modernité se révèle dans la transformation de notre conception de la science et de la nature. Quand Charles Darwin publie L'origine des espèces en 1859, il développe une vision de l'évolution naturelle qui réalise enfin le programme philosophique esquissé par Spinoza 2 siècles plus tôt. Darwin lui-même, dans sa correspondance privée avec Thomas Huxley, reconnaît explicitement sa dette envers la philosophie spinoziste. « Ce que Spinoza avait conçu par la raison pure, écrit-il, nous le démontrons aujourd'hui par l'observation et l'expérience. La nature est un système unique, autorégulé, qui se développe selon ses propres lois internes sans intervention externe. » L'influence spinoziste sur Darwin ne s'arrête pas à la théorie de l'évolution. Elle transforme aussi sa conception de la place de l'homme dans la nature. Comme Spinoza l'avait annoncé, l'homme darwinien n'est plus le roi de la création, maître et possesseur de la nature, mais une partie intégrante du système naturel, soumis aux mêmes lois que tous les autres êtres vivants. Cette révolution scientifique trouve son écho dans la révolution artistique du XIXe siècle. En 1850, Gustave Courbet peint L'enterrement à Ornans, œuvre qui scandalise par son réalisme radical. Mais que fait Courbet sinon appliquer à la peinture les principes spinozistes de la beauté naturelle? Il représente la réalité humaine, sans idéalisation, sans transcendance, comme une manifestation parmi d'autres de la nature éternelle. Reconnaissez-vous dans ce réalisme révolutionnaire l'écho de la philosophie spinoziste qui refuse de séparer l'humain du naturel, le sublime du quotidien? N'est-ce pas exactement ce que Spinoza appelait la beauté de la nécessité? L'influence du spinozisme sur l'art moderne devient encore plus évidente avec l'impressionnisme. Claude Monet, peignant ses nymphéas dans le jardin de Giverny, développe une esthétique qui illustre parfaitement la métaphysique spinoziste de l'immanence. Ces toiles ne représentent plus des objets séparés dans l'espace, mais des modifications continues d'une même substance lumineuse qui se transforme selon des lois optiques naturelles. Paul Cézanne pousse cette logique encore plus loin. Ces montagnes Sainte Victoire ne peignent plus un paysage extérieur, mais révèlent la géométrie interne de la nature, cette logique colorée que Cézanne considère comme l'essence même du réel. Sans le savoir, Cézanne réalise dans la peinture le programme philosophique de Spinoza, montrer comment la multiplicité apparente des phénomènes révèle l'unité profonde de la substance. Mais c'est peut-être dans la musique que l'influence spinoziste trouve son expression la plus pure. En 1876, Richard Wagner compose L'Anneau du Nibelung, cycle musical qui met en scène une cosmogonie panthéiste directement inspirée de la philosophie spinoziste.
L'ordurin, substance unique dont dérivent tous les pouvoirs et tous les conflits, représente parfaitement la substance spinoziste, se manifestant sous une infinité de modes. Wagner lui-même, dans ses écrits théoriques, reconnaît l'influence de Spinoza sur sa conception de l'art total. La musique, écrit-il dans l'œuvre d'art de l'avenir, révèle l'unité profonde de tous les sentiments humains, comme la philosophie de Spinoza révèle l'unité profonde de toute la réalité. Comment ne pas être frappé par cette convergence entre l'art le plus révolutionnaire du XIXe siècle et les intuitions philosophiques développées secrètement 2 siècles plus tôt? N'est-ce pas la preuve que certaines vérités possèdent une nécessité interne qui les fait finalement triompher? Le XXe siècle apporte la confirmation scientifique la plus spectaculaire des intuitions spinozistes. En 1905, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte qui révolutionne notre conception de l'espace et du temps. Mais Einstein ne cache pas l'influence de Spinoza sur sa pensée scientifique. Dans une lettre célèbre à Max Born, il écrit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, non en un Dieu qui s'occupe du destin et des actions des hommes. » La physique relativiste réalise enfin le programme philosophique spinoziste. Elle montre que l'espace et le temps ne sont pas des cadres absolus et transcendants, mais des relations internes à la matière elle-même. L'univers einsteinien est un univers spinoziste, une substance unique qui se manifeste sous les modes de l'espace-temps-matière selon des lois géométriques rigoureuses. Cette convergence devient encore plus frappante avec le développement de la mécanique quantique. En 1927, Werner Heisenberg formule le principe d'incertitude qui révèle l'impossibilité de séparer l'observateur de l'observé. Niels Bohr développe le principe de complémentarité qui montre comment des descriptions apparemment contradictoires peuvent révéler des aspects différents d'une même réalité. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait annoncé avec sa théorie des attributs? La même substance se révèle sous l'attribut de l'étendue pour la physique et sous l'attribut de la pensée pour la psychologie, sans qu'aucune de ces perspectives n'épuise sa réalité infinie. Mais l'influence la plus profonde du spinozisme sur l'époque contemporaine concerne peut-être la révolution écologique qui transforme notre rapport à la nature. En 1949, Aldo Leopold publie « Almanach d'un comté des sables », texte fondateur de l'écologie moderne qui développe une éthique de la Terre, directement inspirée de la philosophie spinoziste. Léopold écrit « Une chose est juste quand elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. » Cette formulation reprend exactement l'éthique spinoziste de la nature. Le bien n'est plus défini par rapport à des valeurs transcendantes, mais par rapport à l'harmonie interne du système naturel dont nous faisons partie. L'écologie profonde d'Arne Naes pousse cette logique jusqu'à ses ultimes conséquences. Naes, qui se réclame explicitement de Spinoza, développe une philosophie environnementale qui refuse la séparation entre l'humanité et la nature. Pour Naes, comme pour Spinoza, il n'y a qu'une seule réalité dont nous sommes des manifestations locales et temporaires. Cette révision écologique de notre place dans la nature trouve ses confirmations les plus spectaculaires dans les